Je tiens avant tout à remercier les organisateurs de ce colloque pour avoir retenu ma contribution. Elle portera sur le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles, l'exemple de la peste de 1720 en Provence. Pourquoi avoir choisi la peste? Car dans l'imaginaire, tout le monde sait à quoi elle se rapporte, au moins de manière figurée. Et si l'on en croit les travaux de Jean Delumeau, la peste était une des figures majeures de la peur du Moyen Âge au temps moderne. De plus, c'est par elle qu'a été introduite le monopole des médecins sur l'art de guérir, ou encore l'expérience de la quarantaine, après la peste noire de 1348. Et on pourrait y ajouter la tendance du pouvoir séculier à créer des organismes palliant l'insuffisance des hôtels-dieux, la résurgence, souvent imprévisible, d'épidémies au Moyen Âge a obligé les autorités publiques à réagir très tôt afin de combattre ce fléau. La peste s'est maintenue du XIVe au XVIIe siècle en Europe, en réapparaissant périodiquement avec des taux de mortalité inquiétants. C'est principalement le développement des échanges humains et commerciaux, mais aussi des guerres et voyages lointains, qui en ont favorisé la persistance et la propagation. La méconnaissance de la maladie, principalement due à l'obscurantisme médical, a forcé au développement de mesures prophylactiques communes. En France, l'organisation de la sécurité sanitaire a progressé réellement avec le règne de Louis XIV. Après les années 1660-1670, la peste a disparu de France, ce qui a entraîné un relâchement de la vigilance des autorités locales. Il ne s'agissait plus de lutter contre sa présence continue, mais de l'empêcher d'entrer dans le royaume à nouveau. Sur la question sanitaire, on constate que le pouvoir central se déchargeait de la gestion quotidienne sur les autorités locales réputées compétentes, et n'en connaissait que de manière accidentelle, c'est-à-dire en période de crise. L'étude des périodes de crise révèle principalement des arrêts du Conseil du roi qui se généralisent durant le règne de Louis XIV. En effet, ils n'ont pas besoin d'être enregistrés par les parlements locaux et s'appliquent donc plus rapidement, sans contestation possible. On trouve également fréquemment, durant ces périodes exceptionnelles, des ordonnances et des règlements pris par l'intendant. Les ordonnances rendues par l'intendant avaient vocation à s'appliquer à une catégorie de personnes ou à une aire géographique déterminée, alors que les règlements valaient pour tout le ressort de la généralité et pour tous. L'objectif était donc d'agir vite et efficacement, sans confusion. Pourquoi avoir choisi la peste provençale de 1720? C'est parce qu'elle est la dernière grande épidémie en France de ce type. Le bilan est considérable puisqu'on estime qu'il y aurait eu plus de 50 000 morts à Marseille, où la moitié de la population serait passée de vie à trépas. En tout, durant la période s'étendant de 1720 à 1722, on aurait relevé 120 000 morts pour les 400 000 habitants que comptait alors cette province. Le cas est aussi intéressant car les mesures qui ont été prises ont permis de circonscrire le mal à la Provence et au Haut-Languedoc. Afin de rendre notre propos lisible par un large public, il est nécessaire de poser dans un premier temps le cadre général d'action dans la prévention des épidémies qui a failli en 1720. Puis, dans un deuxième temps, les mesures extraordinaires efficaces qui ont été prises pour endiguer l'épidémie. Grand 1, la faillite du cadre ordinaire d'action dans la prévention des épidémies. Les autorités ont tenté de prévenir les épidémies en instaurant différentes mesures. Au niveau national, le pouvoir central se tenait informé par ses agents diplomatiques de la situation sanitaire dans les pays étrangers, notamment par le biais de consulats dans l'Empire ottoman. Ensuite, le pouvoir central faisait redescendre l'information à l'échelon local par le biais de l'intendant, qui en informait ensuite les autorités municipales. Les informations locales suivaient la même voie dans le sens inverse, pour remonter au pouvoir central. L'intervention du pouvoir central restait cependant marginale, car c'était principalement les autorités locales qui agissaient lors des périodes ordinaires. Les municipalités prenaient les règlements administratifs nécessaires, tandis que des bureaux de santé étaient chargés d'assurer une veille sanitaire avec le contrôle de billets de santé. Dès que l'information d'une épidémie dans une ville ou une province proche était connue, il y avait l'interdiction absolue d'entretenir une relation avec ces territoires. Les étrangers et les voyageurs étaient strictement contrôlés à l'entrée des villes et devaient présenter des billets de santé les autorisant à circuler et permettant de constater d'où ils venaient. Il faut aussi préciser que depuis les années 1660-1670, le risque épidémique avait principalement une origine maritime. La solution trouvée était de ne permettre un relâchement des navires provenant du Levant que dans les ports de Marseille et de Toulon,
qui étaient les seuls à être équipés de lazarets. L'importance des bureaux de santé était donc encore accrue dans ces deux cités portuaires provençales. On y délivrait systématiquement des patentes maritimes de santé pour les navires. Il existait 3 types de patentes: la nette, la suspecte et la brute. Elles étaient déterminées en fonction du degré croissant d'exposition du pays de provenance, ayant des cas connus de maladies pestilentielles. La nette signifiait aucun danger. La suspecte, une suspicion raisonnable. La brute, un cas avéré. En fonction du type de patente, les passagers, les navires et la cargaison étaient respectivement astreints à 18, 28 et 38 jours de quarantaine pour la nette, à 25, 30 et 40 jours pour la suspecte et à 35, 50 et 60 jours pour la brute. Théoriquement, un contrôle de tous les actes était assuré à l'échelon local par le Parlement de Provence. Dans la pratique, ce sont les autorités municipales qui avaient la main. L'efficacité du système ordinaire dépendait donc de l'honnêteté et du sérieux des autorités municipales et de santé concernées. Depuis le XVIIe siècle, les municipalités françaises avaient pour obligation de déclarer la peste dès qu'elle était connue, ce qui avait pour effet de les mettre en quarantaine. Les résultats étaient mitigés, car les magistrats municipaux chargés d'assurer la sécurité sanitaire étaient souvent eux-mêmes des marchands. Ces magistrats, pris entre leur intérêt personnel et la crainte d'une épidémie, réagissaient souvent avec retard. L'efficacité dépendait aussi du sérieux des intendants de santé. Or, celui-ci peut interroger, puisque la consultation des registres de délibération du bureau de santé avant 1720 révèle des comportements dangereux. On y lit par exemple cette mention écrite par l'intendant de santé en 1713 : « À l'avenir, aucune femme de marin ne pourra plus entrer dans les lazarets sans la présence d'un de messieurs les intendants. » La quarantaine n'était donc pas suffisamment stricte. Le cas de la peste de Provence en 1720 est l'illustration même de cette faillite morale et de ce relâchement des précautions. Loin de ne réagir que tardivement à l'épidémie, ces magistrats municipaux marseillais auraient sciemment, et de manière frauduleuse, permis à un navire de sortir de sa quarantaine, en lui appliquant le régime de la patente nette au lieu de celui de la patente brute. Or, des cas de peste avaient été signalés à bord du Grand Saint-Antoine, en provenance du Levant, par son capitaine eux-mêmes. L'un des magistrats municipaux avait en effet des marchandises à bord de ce navire dont il aurait voulu disposer plus rapidement. Face à l'incurie municipale qui est reconnue, le Parlement de Provence reprend initialement la main et prend pas moins de 47 arrêts entre le 31 juillet 1720 et le 20 septembre 1720. Il serait trop long de tous les détailler, mais on peut donner cet exemple de l'interdiction posée aux gens près d'Arles de se rencontrer entre différents mâts. Des arrêts similaires sont pris pour différentes zones, mais conduisent à un effet assez illisible. Le Parlement d'Aix aurait aussi pris des précautions surabondantes, qui auraient augmenté l'alarme et la consternation dans le cœur des peuples. De même, le cours ordinaire du commerce aurait été interrompu, ce qui aurait privé le pays par un excès de précaution des secours qu'il aurait pu attendre de l'extérieur. Paradoxalement, le Parlement de Provence, cédant aux préjugés anciens de propagation de la maladie, aurait ordonné l'expulsion des Juifs, des vagabonds et des mendiants des villes, brisant ainsi le confinement et permettant la propagation de l'épidémie. De même, son incapacité à empêcher les fuites dans les campagnes des riches bourgeois ou des nobles des villes a permis là encore la propagation de cette épidémie. C'est pourquoi le régent Philippe d'Orléans suspend les attributions parlementaires et municipales dans un arrêt du Conseil du 14 septembre 1720 afin de mieux gérer l'épidémie. Il centralise aussi les principales décisions et afin d'avoir une action plus directe, délègue une autorité administrative exceptionnelle et provisoire à l'intendant et au commandant de province, donc aux militaires. Grand 2. Les mesures prises pour endiguer l'épidémie. Plusieurs mesures énergiques sont prises par le régent qui sont mises en œuvre par l'intendant et les commandants. Il s'agit d'établir un blocus de la ville de Marseille pour limiter la propagation en Provence et un cordon sanitaire afin que le mal ne sorte pas de Provence. Il faut également permettre aux échanges de perdurer afin que le royaume ne soit pas asphyxié par la fermeture des routes commerciales vers le Levant et que la Provence ne tombe pas dans une pénurie qui entraînerait des désordres supplémentaires. Il faut également veiller à ce que le maintien de l'ordre et de la discipline puisse continuer le plus normalement possible. Pour ce qui est du blocus,
Le régent ordonne ainsi qu'aucun habitant de la ville de Marseille et des alentours ne puisse sortir hors des limites posées par les commandants et les intendants de Provence, et qu'il ne puisse pas non plus en sortir des marchandises ou des denrées, à peine de la vie. Il n'en est pas non plus possible de pénétrer dans cette zone interdite, à peine de perdre là encore la vie. Il sera possible de le faire uniquement en étant muni d'un ordre express, écrit de la main d'un commandant ou de l'intendant de Provence. Pour ce qui est du cordon sanitaire, il est interdit à toute personne de sortir de Provence sans avoir effectué préalablement une quarantaine dans les lieux désignés par l'intendant ou les commandants militaires. Il faut également être muni d'un certificat de santé donné par les consuls ou les officiers municipaux des lieux d'où l'on vient. Les limites extrêmes de la Provence sont précisées. Ce sont ses frontières naturelles, le Verdon, la Durance et le Rhône. Le non-respect de ces mesures est puni de galères pour les hommes et de fouet et de bannissement pour les femmes et les enfants. En cas de récidive, c'est la mort. L'établissement de ce cordon sanitaire est nécessaire pour ne pas couper le royaume des denrées provenant du Levant. Afin d'éviter les abus et les contestations, le régent établit une interdiction générale de transporter des denrées ou marchandises hors de Provence, à peine, là encore, de perdre la vie. Mais il établit aussi parallèlement une liste exhaustive, et assez courte d'ailleurs, des denrées alimentaires et précieuses pouvant traverser ce cordon sanitaire. Cette sortie n'est autorisée qu'après une période de quarantaine passée dans un des lieux désignés par l'intendant ou les commandants à cet effet. Dans cette liste, on ne recense d'ailleurs que des biens de consommation vitaux et non périssables. À l'inverse, pour ne pas couper la Provence de tout le ravitaillement qui lui serait nécessaire, on permet à toute personne de transporter librement toutes sortes de marchandises et de denrées depuis le royaume. Afin que personne ne puisse ignorer toutes ces prescriptions, elles sont publiées à chaque coin de la Provence et à chaque croisement et chemin essentiel. On comprend par cette mesure, alors que les prescriptions étaient généralement affichées en ville par les autorités compétentes ou clamées par un crieur public, que l'on entend limiter les déplacements et les rassemblements. Cette limitation sert deux objectifs: empêcher la propagation du mal et limiter les troubles liés à un échauffement des esprits réunis. Afin que toutes ces mesures soient efficientes, le régent autorise les commandants et l'intendant de Provence à constituer, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire, des bureaux de santé composés des consuls et des principaux habitants d'une communauté. Ils devront instituer des gardes aussi aux portes et entrées des villes suspectes et aux passages qu'ils jugeront convenables. On trouve ainsi le cas du bureau de santé de Saint-Rémy en 1721, qui, pour faire face à la pénurie de ses membres fauchés par la peste, nomme directement un nouveau consul de cette ville en lieu et place du conseil de communauté qui normalement était compétent. Cette décision est attaquée pour vice de compétence par l'heureux élu lui-même, qui souhaite se soustraire ainsi à ses nouvelles obligations. Toutefois, le Parlement d'Aix, présent dans les murs de la ville, admet le remplacement pour cause de force majeure. On comprend bien à lire le régent que les zones touchées par un blocus sont appelées à évoluer selon la propagation du mal, et de même pour le cordon sanitaire qui peut avoir vocation à s'élargir. C'est le sens des mesures qui seront d'ailleurs prises dans les mois qui suivront. À l'extérieur de la Provence, il faut aussi s'organiser. Comme le commerce du Levant transitait par la Provence et que les échanges vont nécessairement être ralentis dans cette zone, il faut également organiser le relâchement des navires dans d'autres ports que ceux provençaux, sans pour autant mettre en danger le royaume avec un nouveau pic d'épidémie. Pour cela, on reproduit les mesures préventives prévues par Marseille et Toulon, pour Marseille et Toulon, initialement pendant les périodes du coup ordinaires. Étant déjà presque parvenu à la limite de temps qui m'est impartie, je ne puis développer la gestion quotidienne et les abus commis par les militaires qui ont été dénoncés devant le Parlement de Provence. Celui-ci les a fait remonter au régent par le biais de remontrances, écrites en 1722. Il ne m'est pas non plus possible de tirer les conséquences et les leçons de cette crise. En guise de conclusion, je rappellerai que la peste, après 1720, n'a plus touché le royaume de France jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, malgré 22 cas de peste interceptés dans les lazarets provençaux durant cette période. De même, les fraudes et contrebandes ont été rares, puisque l'on ne compte que 76 infractions pour quelques 200 000 navires durant cette période.
On peut donc sans doute donner quelques crédits au système qui a été perfectionné entre-temps. Je vous remercie et je passe un rapide salut à un autre Hugo qui peut-être m'écoute et un ami très proche, Tim.